تواصلوا. Cinq minutes, parce que je sais qu'il y a des collègues qui arrivent de l'hôtel, et donc on attend un petit moment. On essaiera de rattraper le retard par la suite. Alors je me présente, Madame Belkadi Bouchra, de l'Université de Mohamed V de Rabat. Alors je modère cette session à la place de Monsieur Filali Maltouf, toujours de la même université, Université Mohamed V de Rabat. Bien, alors on a accumulé un petit peu de retard, on démarre assez tard, une demi-heure plus tard, donc on va essayer de respecter les temps pour pouvoir sortir à temps. Et j'espère que la discussion sera fructueuse par la suite. Donc on donnera la parole à la première présentation, c'est la mademoiselle Nadia Achna, pour... Alors, oui, vous pouvez donc me rectifier, c'est un Achnin, désolé. Donc, mademoiselle Nadia va nous présenter son travail sur l'induction de l'embryogenèse somatique chez l'arganier et caractérisation histologique. Alors, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. J'ai l'honneur de vous présenter mon travail de thèse sous thème « Induction de l'embryogenèse somatique chez l'arganier et caractérisation histologique ». Ma présentation aura le plan suivant. Une introduction suivie des généralités. Partie 1, optimisation des protocoles de stérilisation. Après, induction et développement de l'embryogenèse somatique. La deuxième partie sera consacrée à l'étude histologique et conclusion perspective. L'arganier, qui est une espèce endémique du Maroc, appartenant à la famille des Sapotacées, joue un rôle très important au niveau socio-économique et environnemental. Vu l'importance de cette culture et la situation désastreuse, une élaboration d'une stratégie nationale pour la conservation de cette espèce s'avère indispensable. Donc, la culture in vitro joue un rôle très important et considérable dans la production massive des plants. Donc, notre étude a pour but d'optimiser des protocoles de stérilisation pour résoudre l'obstacle majeur de la culture in vitro, qui est la contamination, et ainsi d'étudier la composition hormonale pour le développement des cales embryogènes et faire une analyse histologique pour confirmer la présence des embryons somatiques. La première partie sera consacrée à l'optimisation des conditions d'embryogenèse somatique. Des fruits d'arganier ont été collectés à la région des Sawira, épluchés et ensuite cassés pour récupérer l'amande. Ces amandes ont été lavées soigneusement avec de l'eau de robinet, puis de l'eau distillée. Ainsi, la stérilisation, qui est une étape clé pendant la culture in vitro, se passe sous la hotte à l'aide de l'éthanol et le javel. Après, on a remarqué que la stérilisation classique n'est pas suffisante pour désinfecter l'explant et on a passé pour une optimisation du protocole de stérilisation, comme le montre le tableau suivant. Pour le protocole A, on met seulement de l'antibiotique et le chlorure de mercure. Après, pour la stérilisation B, on ajoute de l'éthanol.
Dans la stérilisation C, à la place de l'éthanol, on met de l'eau de javel. Et la stérilisation D, on met seulement de l'éthanol et de l'eau de javel. Toujours dans l'objectif d'améliorer l'efficience de stérilisation, on réalise 4 nouveaux protocoles avec l'antibiotique au début, puis l'éthanol et le chlorure de mercure et l'eau de javel. La seule différence qui existe entre ces 4 protocoles, c'est la concentration et la durée de trempage des graines dans le chlorure de mercure. En résultat, on a pu démontrer l'intérêt de l'HgCl2 et on a pu obtenir un taux de contamination de 1% dans la stérilisation H. Donc, c'est la stérilisation qu'on va adopter dans nos prochains essais. Et on passe maintenant à la deuxième partie qui sera consacrée à l'optimisation des conditions d'embryogenèse somatique. Le milieu de base utilisé au cours des expériences est le milieu MS avec une large gamme de concentration de l'oxine 2,4-D allant de 0 à 8 mg pendant 2 mois. Ainsi, pour le développement des embryons somatiques, on a étudié l'effet de la combinaison de l'oxine 2,4-D avec le cytokinine TDZ à différentes concentrations. Le tableau suivant montre l'effet de la concentration des phytohormones sur l'aspect et le pourcentage de callogénèse. On remarque qu'après la concentration de 0,4 mg par litre, l'induction est de 100%, avec des cales qui sont friables. Pour l'induction de l'embryogenèse somatique, selon la concentration de TDZ et du 2,4-D, différents types de cales ont été développés. Cette figure montre l'arrêt du développement du cal. Ici, on a la formation des cales embryogénèse. Et ici, on voit clairement le développement en amas des embryons globulaires. Pour approuver la présence des embryons somatiques, une étude histologique a été réalisée. Des échantillons du matériel végétal à différents stades de développement ont été prélevés pour réaliser des coupes. Ainsi, les échantillons ont été incorporés dans la paraffine et des coupes se sont réalisées à l'aide d'un microtome et visualisées à l'aide d'un microscope. Et si on remarque la présence des différents stades des embryons somatiques, allant du pré-embryon encore attaché au cal et de la forme globulaire détachée du cal. Ainsi, la forme cordiforme avec la présence du substrat et l'embryon cotylédonaire. En conclusion, au cours de cette étude, on a pu optimiser un protocole de stérilisation adéquat, ainsi d'induire et de développer des embryons somatiques. Mais des travaux restent à réaliser pour optimiser le développement des embryons somatiques et leur germination, et étudier les mécanismes moléculaires stimulant ou inhibant le développement des embryons somatiques. Merci pour votre attention. Alors, merci Nadia, vous avez été dans les temps, on a même gagné quelques minutes. Donc, on ouvrira par la suite donc, des questions, la liste des questions, mais gardez-les s'il vous plaît à la fin des présentations. Donc, je passerai la parole à la personne qui vient juste après, c'est M. Rachid Bouherrout.
menace a été détectée. Une 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 menace. Merci. Désolé pour ce petit retard. Les minutes qu'on a gagnées, on les a perdues. D'accord. Donc, je présente un travail qui a été fait sur les maladies et les ravageurs de l'arganier en conditions de pépinière. Donc, d'abord, je vais présenter le plan. Merci. Le plan de mon exposé sera comme suit. Je vais donner quelques éléments sur l'importance socio-économique et écologique de l'arganier. Ça a été déjà détaillé par d'autres collègues. Les objectifs de ce travail, la méthodologie, les résultats, et je vais terminer par quelques recommandations. Donc, pour le rôle socio-économique, l'arganier est très important sur le plan économique. Elle permet la génération de 2 millions, il permet le travail pour 2 millions de personnes, dont 1 million au milieu rural. Et la majorité de ces personnes-là sont des femmes, plus de 1/3 sont des femmes, générant ainsi 20 millions de journées de travail. Le rôle écologique qui est très important, surtout qu'il permet une préservation de la biodiversité au niveau des zones arides et semi-arides. Elle permet aussi de prévenir l'érosion et la désertification, qui sont des rôles très importants dans les milieux arides et semi-arides. Pour le statut législatif, je vais juste donner un rappel que l'arganier a été protégé par un Dahir du 4 mars 1925 de la période coloniale.
le contexte de ce travail, avant de commencer ce travail, l'idée a été de se préparer à l'organiculture, surtout le côté multiplication. Et pour se préparer à cette organiculture, il faut savoir quels sont les éléments, à savoir les maladies, les ravageurs, les côtés physiologiques et tout. Je vais m'intéresser au côté protection des plantes, qui est les maladies, les ravageurs, dans l'étape de la pépinière. D'abord, il n'y a aucune information, aucun inventaire sur les maladies qui attaquent l'organier jusqu'à ce jour. Ce travail nous permettra d'améliorer et d'apporter des améliorations pour l'organiculture. Donc, comme objectif principal, c'est d'inventorier les maladies et les ravageurs de l'organier en pépinière. La méthodologie, d'abord on va commencer par le site. Ce travail a été fait et suivi au niveau du domaine expérimental de l'INRA d'Agadir. Il a concerné 3 types de serres: les serres vitrées, totalement contrôlées, les ombrières et une serre Delta 9. Donc les types de serres sur lesquels on a suivi les maladies et les ravageurs. La méthode pour suivre ces maladies ou le monitoring de ces maladies, c'est d'abord un piégeage, que ce soit pour les insectes ou pour les champignons, par piégeage des spores. Et puis après, on a fait des isolements et des purifications au niveau du laboratoire. Et par la suite, on a procédé à l'identification de ce qu'on a trouvé, surtout pour les champignons et aussi pour les insectes sous loupe binoculaire. Bien sûr, sur la base des clés d'identification bien déterminées. Donc, comme résultat, on a 3 espèces de champignons, à savoir le fusarium, l'aspergillus et le pénicillium. Mais ce qui est plus dangereux, c'est surtout le fusarium, qui a causé beaucoup de dégâts au niveau des plants, que ce soit au niveau des plants greffés ou au niveau de plants francs. Donc, des photos d'aspergillus qui nous a permis de faire l'identification, des photos de fusarium. Pour les ravageurs, on a surtout un ravageur qui a fait beaucoup de dégâts au niveau des serres de multiplication. C'est un allorode. Il appartient à la famille des allorodidae. Et puis, il y a un puceron vert, le Myzus persicae. C'est un puceron vert du pêcher. Occasionnellement, on trouve ce puceron dans les jeunes plants. Donc, des photos pour l'allorode. Vous allez voir, c'est des photos qui ont causé la chute des feuilles des jeunes plants. De même sur cette photo-là. Pour le puceron, il s'agit du puceron Myzus persicae. Comme recommandation, la reconnaissance de ces maladies ravageurs sont à prendre en considération, surtout pour choisir les pesticides qu'on va utiliser en pépinière pour réussir tout programme de multiplication. Et je vous remercie. Merci, M. Rachid. Alors, je passe la parole donc au prochain intervenant, M. Youssef Lahi. Alors, M. Youssef Lahi nous présentera un travail sur l'effet des pratiques culturales sur les performances des plants d'arganier en pépinière. Merci madame. Cher assistant, j'ai l'honneur de vous présenter mon exposé qui s'intitule « Effet des pratiques culturelles sur les performances des plants d'arganier
Argania spinosa en pépinière. Donc, le plan de mon exposé s'articule autour des points suivants. Donc, tout d'abord, une introduction, ensuite la présentation de la zone d'étude, approche méthodologique, résultats et discussions, et je terminerai avec une conclusion et quelques recommandations. Donc, le Maroc dispose d'une richesse floristique très remarquable. Donc, il constitue tout au long de son histoire un exceptionnel dépositaire mondial de la biodiversité. Donc, il se reflète par la présence d'un grand nombre d'espèces végétales endémiques et rares. Et cet endémisme est parfaitement illustré par l'arganie. Donc, l'arganie, Argania spinosa, est la deuxième essence forestière du Maroc, où il occupe une superficie qui dépasse 860 000 hectares. Donc, cette essence qui constitue une curiosité tant par son intérêt écologique que socio-économique, grâce notamment à ses fruits qui donnent une huile qui est très demandée et qui a des valeurs culinaires et médicinales très remarquables. Donc, cependant, cet écosystème connaît une dégradation qui est vertigineuse, qui est due principalement à un déséquilibre entre la régénération et la surexploitation. Donc, en effet, la régénération naturelle, il est quasiment absente à cause du ramassage systématique des noix. Donc, en effet, ces noix sont systématiquement ramassées pour l'extraction de l'huile qui constitue la principale source des revenus de la population usagère. Et les jeunes plantules qui échappent à la récolte sont systématiquement broutés par les animaux. Conscient de cette problématique, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification a décidé de s'engager dans un ambitieux programme de régénération artificielle de l'arganie. Ainsi, la superficie plantée annuellement en arganie a augmenté d'une manière significative, passant de 20 hectares en 1998 à plus de 1500 hectares en 2013. Cependant, le taux de réussite de ces plantations sont faibles et ne dépassent pas 60%. Les pratiques culturelles, à savoir l'effet des conteneurs et des substrats, peuvent être l'une des causes de ces faibles taux de réussite constatés sur le terrain. C'est dans cette perspective qu'il s'inscrit le présent travail, qui a pour objectif d'étudier l'impact des techniques d'élevage sur la qualité des plants d'arganie en pépinière et de tracer un itinéraire technique permettant d'avoir des plants performants et vigoureux. La zone d'étude concerne la pépinière du Centre régional de recherche forestière à Marrakech, qui se situe à environ 2 km au nord-est de la ville. Le plan adopté, c'est un dispositif complètement aléatoire, comprenant 3 types de conteneurs et 7 types de substrats, à base de terreau et des différents types de compost mélangés à proportions variées avec le terreau. Ce qui correspond à un total de 21 traitements. Les substrats utilisés ont fait l'objet d'une analyse physico-chimique détaillée. Dans l'objectif d'étudier l'effet des conteneurs et des substrats sur les plants, on a procédé à un échantillonnage districtif. Pour cela, on a choisi d'une manière aléatoire 15 plants par traitement, ce qui correspond à un total de 315 plants. Ces plants ont été utilisés pour l'évaluation de paramètres morphologiques, des diagnostics des systèmes aériens et racinaires, ainsi que pour l'évaluation de la qualité de la motte. Pour l'évaluation des paramètres morphologiques, cela consiste à
évaluer la hauteur totale, la longueur des pivots racinaires, la mesure du diamètre collé, le nombre des racines secondaires et la mesure de la surface foliaire. Donc, et pour étudier l'effet des conteneurs et des substrats sur cette surface et connaître la relation entre cette variable et les différents paramètres mesurés, donc on a procédé à une modélisation de cette surface par la régression linéaire multiple pas à pas. Également, on a procédé à l'évaluation des différents types de biomasse, à savoir la biomasse sèche aérienne, la biomasse sèche foliaire, la biomasse sèche des pivots racinaires, la biomasse sèche racinaire, la biomasse sèche des chevelets racinaires et la biomasse sèche des pivots racinaires. Donc, toutes les mesures ont été effectuées à l'aide d'une balance avec une très bonne précision. Donc, pour le diagnostic de la partie racinaire, donc, cette partie de travail donc, vise de déceler donc, des déformations singulières et multiples qui peuvent compromettre l'avenir des plants. Donc, ce diagnostic consiste à dessiner la racine principale de chaque plant à l'aide d'un logiciel de dessin et d'identifier les différents types de déformations racinaires. Pour l'évaluation de l'architecture de la partie aérienne, donc partant du fait qu'un plant de qualité donc, possède une tige unique et trappée, donc l'évaluation de la partie aérienne s'impose afin de déceler la présence des défauts rédhibitoires qui peuvent influencer la croissance en hauteur de ces plants. Donc cette évaluation consiste à évaluer l'état physique de la cime, le nombre des tiges partant décollées, la répartition des fourches sur la tige et l'état sanitaire du bourgeon terminal. Pour l'évaluation de la qualité de la motte, cela consiste à évaluer l'enlèvement de la motte de son conteneur, est-ce qu'il est facile ou il est difficile, et évaluer également la colonisation racinaire de la motte, c'est-à-dire est-ce que les racines donc, sont bien réparties donc, sur la motte ou ils sont répartis d'une manière qui est anormale. Donc l'analyse des données a été effectuée à l'aide des méthodes statistiques adaptées, à savoir la régression linéaire, l'analyse de la variance et l'analyse des fréquences. Donc pour la partie résultats et discussion, donc la modélisation de la surface foliaire donc, a permis de mettre en évidence donc, des corrélations significatives entre cette variable et la biomasse sèche foliaire, la hauteur totale, la biomasse sèche aérienne, le diamètre collé, ainsi que le rapport entre la biomasse sèche foliaire et la biomasse sèche aérienne. Pour l'analyse de la variance, donc l'analyse de la variance consiste à étudier l'effet des conteneurs et des substrats donc, sur les différentes variables, à savoir la hauteur totale, le diamètre collé, la biomasse sèche aérienne, la biomasse sèche foliaire et la biomasse sèche des chevelets racinaires. Donc, concernant l'étude de l'effet de l'interaction conteneur-substrat, donc l'analyse de la variance montre qu'il y a un effet très hautement significatif de l'interaction conteneur-substrat. Donc, cela signifie que l'effet conjoint des substrats conteneurs est toujours évident sur la croissance des différentes variables mesurées. Pour l'effet des conteneurs sur la hauteur totale, donc la comparaison multiple à l'aide, l'analyse de la variance a montré qu'il y a un effet très hautement significatif. Et la comparaison multiple des moyennes à l'aide des tests d'Illuminicals donc a permis de distinguer des groupements homogènes. Et cette comparaison a montré que les plants donc, qui possèdent des hauteurs les plus élevées sont constatés au niveau des conteneurs d'un volume de 500 cm3. Pour l'effet des substrats sur la hauteur totale, donc l'analyse de la variance donc, a montré qu'il y a un effet très hautement significatif. Également la comparaison multiple des moyennes
par le test de Newman-Nichols a montré la supériorité des substrats composés des composts d'acacia cyanophylla et des composts et des substrats à base des mêmes composts mélangés à proportion égale avec le terreau. Pour l'effet des conteneurs sur les autres paramètres, à savoir le diamètre recollé, la biomasse sèche aérienne, la surface foliaire et la biomasse sèche des chevelures racinaires, donc on a constaté qu'il y a également un effet très hautement significatif de l'effet des conteneurs sur ces variables et que les hauteurs les plus élevées sont constatées au niveau des conteneurs d'un volume de 500 cm3. Donc la même chose a été constatée pour les substrats. Donc ce sont les substrats à base des composts d'acacia cyanophylla et des substrats à base des mêmes composts mélangés à proportion égale qui favorisent la croissance ou qui favorisent une meilleure croissance de ces variables. Donc pour l'évaluation de l'architecture des systèmes racinaires, donc malgré qu'il y ait une face cachée des plants, mais il est indispensable pour la croissance et pour le développement ultérieur des plants. Donc cette évaluation a permis de déceler des déformations singulières et multiples, à savoir donc la crosse au collet, le pli, l'excentricité racinaire, la racine en S, en L. Donc ces déformations donc, qui ne dépendent pas des traitements utilisés, c'est-à-dire ne dépendent ni de substrat ni de conteneurs, donc nécessitent une étude approfondie afin de déceler leur cause. Donc pour l'évaluation de l'architecture de la partie aérienne, donc a révélé la présence des défauts rédhibitoires, à savoir la tige multiple, la flèche multiple et la cime vivante déficitaire. Donc ces déformations dépendent souvent de la qualité des noix et de la grande variabilité génétique de l'organisme. Pour l'évaluation de la qualité de la motte, donc cette évaluation a permis de mettre en évidence que les substrats à base des composts d'acacia cyanophylla constituent des mottes de bonne cohésion et de bonne qualité. Dans ces substrats, l'enlèvement des plants de son conteneur est une opération aisée. Donc en guise de conclusion, donc l'étude de l'effet conjoint des conteneurs et des substrats donc sur l'évaluation de la qualité des plants donc a permis de mettre en évidence donc des différences significatives aussi bien pour les caractères de production que pour les caractères d'adaptation. Donc pour les principaux résultats, donc on montré que les meilleurs résultats sont observés au niveau des conteneurs d'un volume de 500 cm3. Et les substrats qui favorisent une meilleure croissance des plants, ce sont les substrats à base des composts d'acacia cyanophylla et les substrats à base des mêmes composts mélangés à proportion égale avec le terreau. Pour l'évaluation du diagnostic des systèmes racinaires, donc ce diagnostic a mis en évidence des déformations singulières et multiples qui peuvent compromettre l'avenir des plants et qui nécessitent une étude approfondie afin de déceler leur cause. Pour l'évaluation de l'architecture aérienne, donc cette évaluation donc, a mis en évidence des défauts rédhibitoires dont leurs causes sont principalement génétiques. Donc, à l'issue de ce travail, en recommandant d'utiliser les conteneurs d'un volume de 500 cm3 et les substrats à base des composts d'acacia cyanophylla et les substrats à base des mêmes composts mélangés à proportion égale avec le terreau, de mener des études approfondies pour expliquer les causes des différentes déformations des systèmes racinaires et monter des dispositifs pareils mais dans des conditions plus contrôlées. Donc ainsi mon exposé prend fin. Merci de votre attention. Alors merci Si Youssef. Alors merci pour cet exposé assez clair et riche en informations concernant donc les pratiques culturelles et qui ramène quand même pas mal de résultats assez intéressants pour la conduite au niveau des serres. Alors je passe la parole donc à la prochaine intervenante, c'est Ilham Amrar. Son travail porte sur le développement d'un protocole efficace pour la multiplication et l'enracinement in vitro d'arganier.
Bien, en attendant que ça se règle au niveau donc technique, alors on revient sur les deux premières présentations déjà. Hein. Donc la première qui porte sur l'embryogenèse somatique et qui nous a apporté quand même différents protocoles l'optimisation de différents protocoles d'optimisation. C'est un travail assez intéressant donc qui montre un petit peu les bases de la maîtrise de l'embryogenèse somatique, suivi donc de l'induction décale. Donc c'est vraiment un travail qui a une portée, hein, malgré que c'est un début, mais il a beaucoup de portée. Et vu les recommandations que vous donnez, donc ça, vous avez donc du pain sur la planche, hein, surtout au niveau moléculaire. Donc je vous encourage donc à avancer rapidement parce que c'est l'avenir. Alors maintenant pour Serachid, c'est vraiment un inventaire des ravageurs et des insectes, et qui est une base très 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 importante pour la conduite au niveau des pépinières. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant, d'autant plus que suite à cet inventaire, on va pouvoir donc choisir le bon fongicide et le bon traitement qu'il faut. Et ça, c'est avec les outils aussi moléculaires, hein, on peut choisir le bon pour voir lequel des champignons qui résistent à tel ou tel fongicide. Donc il y a un travail parallèle qui se fait sur la vigne au niveau de l'INRA, et c'est un travail très très prometteur, et c'est tant mieux que ça se fait sur l'arganier aussi. Donc tout ça, c'est dans le sens d'une bonne productivité au niveau des plants d'arganier sur les pépinières, à modéliser par la suite et à élargir vers le champ, Inch'Allah. J'espère que le côté technique c'est réglé. Sinon, si vous préférez qu'on ouvre le débat pour les 3 premières interventions, hein, c'est faisable aussi, le temps que ça se règle. Hein. On ouvre la question. Alors, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont des questions, hein, sur les 3 premières interventions, hein, on peut ouvrir la liste. Et puis après, on passera aux 2 autres interventions qui nous restent. Présentez-vous, s'il vous plaît. Désolé, je ne connais pas beaucoup les têtes. Rochdi Othman, professeur à la faculté des sciences de Kinitra. Donc, ma première question, c'est pour Sid Lahi. Je voudrais lui demander si le fait que vous avez irrigué rien qu'avec de l'eau, en utilisant des volumes différents de sol, est-ce que la quantité apportée en nutriments dans le sol n'agit pas en faveur du sol utilisé en grande quantité? C'est-à-dire le volume 500 contenant plus de nutriments va
obligatoirement donner plus de chance à ces plantes-là, surtout après 5, 6, 8 mois à la fin. La deuxième question pour Madame Ashnine Nadia. Concernant le TDZ, est-ce que vous l'utilisez en combinaison avec le 2,4-D pendant tout le temps d'incubation pour l'induction de l'embryogenèse somatique? Et je n'ai pas noté à quelle concentration vous l'utilisez. Et merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Bien, alors s'il n'y a pas d'autres questions, ne serait-ce que pour l'instant, donc je donne la parole pour la réponse, donc toujours pour la première question déjà. C'est Monsieur Youssef Delahi. Il n'est pas là? Merci Monsieur Rochdi pour la question. Donc effectivement, donc qui dit donc plus un volume un conteneur d'un volume plus grand, c'est-à-dire plus d'espace pour la croissance des plants. Et le fait d'utiliser donc différents types de substrats, donc l'objectif c'est d'étudier l'effet. Est-ce qu'il y a un effet des substrats sur la croissance ou il n'y a pas d'effet? Donc le fait d'utiliser donc des substrats dans des volumes qui sont différents, donc ça nous a permis d'avoir est-ce qu'il y a l'effet des substrats ou il n'y a pas d'effet. Donc le fait de comparer entre les différents pourcentages du compost, donc ça nous a permis de retenir que ce sont les substrats à base du compost d'Acacia cyanophylla utilisés à 100% ou les substrats à base du même compost mélangé à proportion égale des terreaux qui favorisent la meilleure croissance. Donc cela signifie que ce sont surtout les substrats à base des composts qui favorisent une meilleure croissance. Pourquoi? Parce que ces substrats ils possèdent une bonne capacité d'échange cationique, une bonne capacité de rétention en eau et le rendre disponible au plant. Donc en plus ces substrats la texture de ces substrats il est fibreuse. Donc par contre les autres substrats ils ont un pH, donc le pH qui est élevé, donc ce qui bloque l'absorption des éléments minéraux et la disponibilité des éléments minéraux et de l'eau dans le sol. Moi, je vous le concède. Moi, je peux. Merci. Moi, je vous le concède. La comparaison du substrat, elle est performante. Donc, il a fait sortir que le compost d'Acacia cyanophylla était le meilleur. Mais pour ce même compost, quand je veux utiliser différents conteneurs, différents volumes, c'est à ce moment-là que je pose la question. Au lieu d'apporter rien que de l'eau, comme pour l'irrigation, vous auriez pu apporter de l'eau contenant une solution de Hoagland ou autre pour pallier à ce fait qu'ici il y a plus de nutriments vu qu'il y a un volume plus grand de... Mais sinon pour la comparaison du substrat, ça c'est impeccable. Et merci. Alors merci pour ces compléments d'information. Alors mademoiselle Nadia, si c'est possible de répondre à la question. Monsieur Rochdi. En ce qui concerne le cytokinine TDZ, on le met en combinaison avec de l'oxine à un moment donné. C'est pas dans toute... et avec 4 différentes concentrations, des faibles concentrations.
Alors, un autre intervenant, c'est Madame Rabha Abdelouahd qui veut poser une question. Bonjour. Ma question est pour Monsieur, je pense, Dlahi. Juste en ce qui concerne la déformation des racines, est-ce qu'il a un effet négatif sur la croissance et la qualité des plants produits? Réponse, s'il vous plaît. Donc, les résultats de notre étude donc, a permis de révéler qu'il y a plusieurs types de déformations. Donc, parfois, il y a des déformations qui sont en L, des déformations qui sont en S, et ainsi de suite. Donc, c'est évident qu'il y aura un effet qu'il y a un impact de ces déformations sur la croissance ultérieure de ces plants en pépinière. Donc, si on fait une comparaison entre l'arganie et le chêne-liège, par exemple, au niveau de la région, au niveau de la forêt de la Marmora, donc, ils ont fait des plantations à base des plants. Donc, ce n'est qu'à l'âge de 10 ans ou plus qu'il y avait des impacts, qu'il y avait des mortalités de ces arbres, donc suite à l'effet des déformations qui ont été constatées au niveau des plants élevés en pépinière. Merci. Bien, merci pour les réponses et pour les informations en plus. Alors, notre problème technique s'est résolu. S'il n'y a plus de questions, on passera la parole à la prochaine intervenante. Plus de questions? Bien, alors la parole est à mademoiselle Ilham Amrar, qui a travaillé sur un sujet intitulé « Développement d'un protocole efficace pour la multiplication et l'enracinement in vitro d'arganier ». À vous la parole. Alors, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. J'enchaîne cette saga de présentation par ma communication qui porte sur le développement d'un protocole efficace pour la multiplication et l'enracinement in vitro d'arganier. Voici le plan de ma présentation. Je commence avec une introduction suivie par la partie matériel et méthode déployée pour réaliser ce travail. Ensuite, on va discuter les résultats obtenus et je termine avec une conclusion. Comme vous savez tous, l'arganier est un arbre endémique du Maroc qui joue un rôle socio-économique et environnemental très important, mais malgré son importance, l'arganieraie marocain regresse en termes de superficie et surtout de densité, ce qui impose des programmes urgents de sauvegarde et de développement. Alors, face à cette situation et pour répondre aux attentes du plan Maroc Vert pour la réhabilitation et le sauvegarde de l'arganieraie, on a tracé l'objectif de notre travail qui est de développer et optimiser un protocole efficace pour la régénération in vitro de l'arganier, c'est-à-dire l'optimisation de la germination et de la multiplication d'une part, et d'autre part, le développement des protocoles efficients et reproductibles d'enracinement ainsi d'acclimatation. Alors, pour la partie matériel et méthode, le matériel végétal utilisé dans ce travail correspond à des graines matures d'arganier de deux provenances de la région d'Essaouira, soit de deux génotypes qui sont aussi bien différents du côté taille que du côté forme, comme vous pouvez le constater. Le choix de ces deux génotypes a été suite à une approche participative avec des forestiers et des agriculteurs de la région. Alors, toujours dans la partie matériel et méthode, après la récolte, les fruits sont décortiqués
sont dépulpées, après décortiquées manuellement pour récupérer les amandes, qui sont ensuite stérilisées par un protocole de stérilisation qu'on a optimisé au sein de notre laboratoire. Après la stérilisation des graines, on passe à la germination, qui se fait par trempage dans une solution d'acide gibberellique, d'Ag3, pendant des durées différentes. Puis les graines sont mises en culture dans un milieu de base MS du lieu de moitié. Après à peu près 20 jours, on a nos vitraux plans qui sont aussi source d'explants juvéniles pour l'étape suivante qui est l'organogenèse. Cette étape-là, vous pouvez la trouver en détail sur ma communication affichée. Alors, les vitraux pousses issus de l'étape de l'organogenèse sont ensuite repiqués dans un milieu de multiplication pour assurer à la fois la production en masse et constituer un stock pour les étapes suivantes. Les vitraux pousses ayant c'est-à-dire une longueur de 3 à 4 cm sont ensuite transférés dans un milieu d'enracinement qui est toujours un milieu de base MS, combiné avec des composés additifs et des auxines. Les plantes ayant développé des racines sont ensuite c'est-à-dire repiquées dans des pots d'acclimatation sous différents substrats. Alors pour la partie résultat, pour la germination, le trempage dans une solution d'Ag3 a montré son efficacité sur le taux et la vitesse de la germination pour les deux génotypes. Et à partir du 20e jour, on obtient des vitroplans de 3 à 4 cm, comme vous pouvez voir sur les photos. Et c'est le trempage pendant 24 heures qui nous a donné les meilleurs résultats, avec un taux de germination de 86% pour le génotype Meiji et de 72% pour le génotype Rasois. En ce qui concerne la multiplication, les résultats montrent que le milieu MS additionné d'Ag3 seul nous a donné les meilleurs résultats, que ce soit pour le pourcentage des explants ayant régénéré des pousses, ainsi que pour le nombre de pousses par explant, qui est de 3 pousses par explant en moyenne. Alors, concernant l'enracinement, étape critique et très difficile chez l'arganier, on a essayé plusieurs protocoles, que ce soit le trempage rapide dans des solutions concentrées d'oxines, ou bien l'ajout de différents oxines en faible et en forte concentration, ou bien carrément la modification du milieu de culture de base, mais tous ces protocoles-là n'ont pas donné de résultats. Alors, pour cette raison, on a fait recours à des produits additifs. Pour le premier protocole, on a opté pour un composé additif P1 en combinaison avec une oxine qui est l'AIB. Ce protocole nous a permis d'avoir un taux maximal d'enracinement de 57%, mais les premières racines n'apparaissent qu'après la deuxième semaine avec une calogenèse importante sur le niveau basal, comme vous pouvez le voir sur les photos, ce qui altère la qualité des pousses ainsi que des racines. Alors, face à cet état, on a approfondi nos recherches dans ce sens et on a opté pour le deuxième protocole pour un composé additif 2, toujours en combinaison avec l'oxine l'AIB. Alors, ce protocole-là nous a permis d'avoir un pourcentage maximal d'enracinement de 43%. Bien sûr, un pourcentage réduit par rapport au protocole précédent, mais l'avantage cette fois-ci, c'est qu'on a zéro formation de cale et l'apparition des racines dès la 4e semaine, et les racines et les plantes sont de bonne qualité, comme vous pouvez voir sur les photos.
Alors, toujours dans le but d'optimiser plus l'enracinement, le troisième protocole consiste à l'utilisation d'un milieu MS modifié et l'addition des deux composés et de deux oxydes, l'AIB et l'ANO. Et là, on a obtenu des résultats importants avec un pourcentage d'enracinement de 87%, sans calogenèse. Alors, comme vous pouvez constater sur le photo, dès le 20e jour, on a obtenu des racines avec un nombre moyen maximal de 7 racines par pouce. Et les racines obtenues ainsi que les plantes sont de très bonne qualité. Alors, la réussite de l'enracinement par l'obtention d'un nombre important de racines de bonne qualité, bien sûr suite aux efforts déployés au sein du laboratoire de la culture in vitro à l'unité de recherche de biotechnologie à l'INRA de Rabat, nous a permis de faciliter la phase d'acclimatation et on a pu réussir à 100% sur un substrat adéquat. Pour conclure, et face à la récalcitrance de l'arganier aux méthodes de multiplication, nous avons réussi à mettre au point un protocole efficace permettant d'avoir des taux importants de germination, d'organogenèse, de multiplication, d'enracinement et d'acclimatation. Ainsi que l'application de ce protocole-là, bien sûr avec quelques modifications, est en cours de réalisation sur le matériel végétal adulte et les résultats préliminaires obtenus sont très encourageants. Et merci pour votre attention. Alors, merci Madame Amrar Ilham. Merci de la qualité de l'exposé et de la clarté avec des résultats assez probants qui peuvent donc nous donner de l'espoir aussi, un grand espoir avec 100% de réussite donc, pour les vitroplans. Alors je passe la parole donc, à la prochaine intervenante, Zineb Slel. Madame, mademoiselle. Alors, c'est madame? Alors, Madame Zineb Slel a travaillé sur l'effet de l'enrobage des graines par un inoculum endomycorrhizien sur la croissance des jeunes plants d'arganier. Merci Madame. Dans le cadre de la 4e édition du Congrès international de l'arganier, j'ai l'honneur de participer et présenter mon travail qui s'intitule « L'effet de l'enrobage des graines par un inoculum endomycorrhizien sur la croissance des jeunes plants d'arganier ».
La mycorhisation des plantes d'arganie est une voie intéressante à explorer pour la restauration des zones dégradées. Pour atteindre cet objectif, il s'avère nécessaire de donner une importance particulière à la diversité des champignons endomycorhiziens au niveau de la rhizosphère de l'arganie se développant dans différentes zones du sud-ouest du Maroc. Dans ce sens, le présent travail est une continuité des travaux réalisés par Nouaim Choussoud, Chayri, Kini et Marabat sur les endomycorhizes d'Argania spinosa. En effet, peu d'études exhaustives ont été réalisées au Maroc sur la diversité des champignons endomycorhiziens associés à l'arganie. Pour ce faire, les échantillons de sol ont été prélevés à partir de 8 sites répartis dans les régions Saouira, Agadir, Tiznit et Taroudant. Dans les sols des arganorées du sud marocain, une dizaine d'espèces différentes de champignons endomycorhiziens ont été mises en évidence. L'identification préliminaire basée uniquement sur les critères morphologiques des spores a permis d'isoler 35 morphotypes de champignons endomycorhiziens. Voici un exemple de quelques morphotypes de champignons endomycorhiziens rencontrés dans la rhizosphère de l'arganie. La rhizosphère des arganiers se développant de différents sites étudiés est riche en espèces de champignons endomycorhiziens. Ces espèces peuvent être isolées, multipliées, utilisées au niveau des pépinières sous forme d'inoculats pour produire des plants vigoureux, capables, une fois transférés de la nature, de s'adapter aux différentes contraintes biotiques et abiotiques. De l'importance de ce travail qui vise à étudier l'effet d'un inoculum endomycorhizien sur les plantes d'arganie en pépinière, véhiculer les mycorhizes via les graines. Véhiculer les mycorhizes via les graines facilitera probablement dès le début l'établissement d'une relation champignon-racine des plantes. D'accord. Dans ce travail, la mycorhisation des plants est assurée dès leur germination par enrobage des graines de l'arganie par un inoculum endomycorhizien composite. La mycorhisation des racines et leur effet sur le développement des plantes étaient suivis en fonction du temps. Concernant le matériel et méthodes utilisées pour l'élaboration du présent travail, on trouve les plants d'arganie sont âgés de 4 mois. Les plants d'arganie ont été repiqués dans des pots renfermes, 50% au sol de la marmora désinfectée et 50% d'un inoculum. Pour les plantes témoins, ont été repiqués sur le sol de la marmora désinfectée. Les paramètres agronomiques évalués ont concerné la hauteur des tiges, diamètre collé de l'axe principal, nombre de rameaux formés par flanc et biomasse végétative aérienne et racinaire. La colonisation des racines par les endomycorhizes a été déterminée selon la technique de Phillips et Ayman modifiée par Koski et Gima. Les spores ont été extraites du sol rhizosphérique de l'arganie selon la méthode de tamisage humide du Crête par Gerdman et Nicholson. En ce qui concerne l'enrobage des graines désinfectées de l'arganie a été réalisé dans un mélange inoculum et différents ingrédients. Les graines témoins sont enrobées dans le même mélange mais sans inoculum endomycorhizien. Les graines enrobées sont repiquées dans des pots renfermes de sol de la marmora stérilisée à l'avance. Différents types de méthodes d'enrobage ont été réalisées. Le résultat d'un seul type d'enrobage est présenté. Pour déterminer l'effet de l'enrobage sur les plants, plusieurs paramètres ont été étudiés. Les masses racinaires et végétatives, le nombre de rameaux formés, la taille du rameau principal, diamètre au collet. Aussi, la mycorhisation des racines nouvellement formées chez les jeunes plants issus des graines enrobées a été suivie en fonction des temps. Les résultats obtenus sont, après 2 mois d'inoculation, la longueur moyenne de la partie aérienne chez les plants mycorhizés atteint 59,87 cm, tandis qu'au ciel des plants témoins est de 35,83. Concernant le diamètre moyen des tiges et le nombre de rameaux développés chez les plants mycorhizés sont plus importants que ceux notés chez les plants témoins.
De même, les poids frais du système racinaire et de la partie aérienne sont plus importants que sont notés chez les plants témoins. L'installation et la multiplication des champignons endomycorhiziens au niveau des racines des plantes d'arganie sont probablement à l'origine du développement des masses racinaires et végétatives. La fréquence et l'intensité de mycorhisation des plantes d'arganie après 2 mois de nicolation sont de 100% et 63,66%. La présence d'un grand nombre de spores de la rhizosphère des plants mycorhizés est le signe d'une activité importante de la symbiose endomycorhizienne. Les espèces identifiées sont de l'ordre de 26 espèces réparties en 6 genres. En ce qui concerne les résultats de l'enrobage, les graines enrobées sont germées après 1 mois de culture sous serre. Aucune différence n'a été observée entre le pouvoir germinatif des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien et les graines enrobées témoins. La différence a été notée après 5 mois de culture sous serre. La partie végétative des plants issus des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien est devenue de plus en plus apparente par rapport à celle des plants provenant des graines enrobées témoins. En effet, après 16 mois de culture sous serre, les biomasses végétatives aériennes chez les plants issus des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien et ceux provenant des graines enrobées témoins sont respectivement de 4,87 grammes et de 1,9. Le développement de la biomasse végétative est la conséquence d'un bon développement du système racinaire. En effet, l'enrobage avec un inoculum endomycorhizien a pu induire chez les plants la formation d'une masse racinaire importante de 11,97 grammes. Les plants issus des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien sont bien développés et très ramifiés par rapport aux plants témoins. La mycorhisation des racines chez les plants issus des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien a été observée après 3 mois de culture sous serre. Les observations microscopiques des racines colorées ont montré que les paramètres de mycorhisation augmentent avec le temps. Les observations microscopiques ont révélé également la présence des spores des endophytes et des œufs. Voici quelques structures des espèces endomycorhiziennes au niveau des racines des plants issus des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien. Voici d'autres photos. L'analyse du sol des plants issus des graines enrobées avec un inoculum endomycorhizien a montré que certaines espèces utilisées pour l'enrobage ont sporulé. Cette sporulation augmente avec le temps. L'identification morphologique préliminaire des spores a permis de noter que les morphotypes isolés appartiennent à 19 espèces, avec dominance du genre Glomus, qui présentait 52% des espèces isolées. En guise de conclusion, elle ressort de cette étude que les champignons mycorhiziens arbusculaires autochtones base d'un inoculum endomycorhizien composite autochtone pourront être considérés comme un outil d'inoculation préférentiel pour garantir le rétablissement des espèces d'arbustes natifs de les sols dégradés des zones semi-arides cas de l'arganie. La mycorhisation des plants de cette espèce en pépinière avant le transfert en périmètre de plantation tel qu'elle a été démontrée dans la présente étude devrait constituer une étape impérative dans ce programme de reboisement ou de sylviculture. L'enrobage des graines avec un inoculum endomycorhizien composite de champignons endomycorhiziens arbusculaires originaires de différentes régions du sol rhizosphérique d'Arganie du Maroc a permis l'installation progressive de la symbiose mycorhizienne au niveau des racines des plants issus de ces graines et a entraîné un bon développement
des plants. La présence des champignons endomycorhiziens du Ludibé à proximité des gens racines issus des graines germées a pu probablement stimuler leur infection rapide, ce qui explique avec le temps l'effet important observé sur les masses racinaires et végétatives des plants. La mycorhisation des racines s'est accompagnée également de la sporulation des espèces endomycorhiziennes, base de l'inoculum utilisé pour l'enrobage au niveau de la rhizosphère des plants. Et merci pour votre attention. Bien, merci mademoiselle Zineb Slel pour ces importantes informations sur la mycorhisation des plants et l'intérêt que ça donnera sur la croissance, donc aussi bien au niveau racinaire qu'au niveau biomasse végétative. Bien, donc j'ouvre la liste des intervenants concernant les questions, hein, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions sur les deux dernières interventions, mais aussi sur les 3 premières, parce que je vois que la salle vient de se remplir. Hein. Donc, et donc sur l'ensemble des interventions, les 5 qu'on a vues ce matin. Bonjour, je me présente, professeur Mounir de l'École nationale forestière d'ingénieurs. J'ai assisté aux 2 dernières présentations parce que j'en étais pour assister à d'autres présentations aussi sur les mycorhizations. Je vois bien entendu d'après les résultats des choses qui sont encourageantes, mais en tant que, comment dirais-je, protocole scientifique, on n'a pas vu en quelque sorte dans les 2 présentations quel est le protocole expérimental qui a été adopté pour pouvoir sortir avec ces résultats et quelles sont les éventuelles analyses statistiques, parce que n'ayons pas une idée sur la vraie semblance, la probabilité importante de telle ou telle action en termes de calcul probabiliste, ça reste avec une grande question, notamment en ce qui concerne l'utilité de ces résultats. Donc, j'ai pas vu comment dirais-je, de par mon champ d'intérêt comme statisticien déformé. Alors, voilà. Merci. Alors, merci Simounir. Donc, en effet, c'est quand un travail scientifique de base et de grande envergure ne peut avoir son importance qu'à travers les études statistiques, ça c'est clair, hein, on le connaît tous. Donc maintenant, je donnerai la parole aux personnes justement qui... oui, je préfère rassembler les questions et puis après on passera donc aux réponses. C'est Abdelrahim. Merci. Donc, moi, je vais réagir à deux trucs. Donc, c'est premièrement, pour ce qui est de la communication de Sibouroud, donc c'est vrai. Donc, bon, c'est un travail assez original. Bon, puisque c'est la première fois, je crois, que un tel inventaire assez complet. Mais ma question, c'est que, bon, c'est vrai, on a tous un petit peu remarqué ce genre d'infection en pépinière. Mais, enfin, surtout, moi, je vois ce qui est visible, les pucerons, on les a aussi à Marrakech. Donc, mais est-ce que, d'après vos études, est-ce que ces pucerons, moi, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas beaucoup d'effets. Donc, ils sont là à un certain moment, puis ils disparaissent, donc sans affecter le... Est-ce que dans certaines conditions, ça peut endommager les plants? Donc, puis une autre question concernant les deux interventions qui ont parlé de l'embryogenèse somatique à partir de semences d'organismes, à partir des graines. Donc moi j'ai toujours j'ai un petit peu du mal à comprendre la finalité de... Donc c'est vrai, donc c'était... parce que chez nous, donc
en foresterie, on utilise surtout l'embryogénèse somatique quand on a, à partir de graines, quand on a un problème au niveau d'approvisionnement en graines. Par exemple, si on a des arbres élites, donc après avoir fait une sélection, cette provenance et cette descendance, et qu'on a sélectionné des vergers à graines et qu'on a des arbres élites. Donc ce sont des arbres très peu nombreux. Donc pour avoir des milliers et des milliers de plantes, on a recours des fois à ça. Ou alors des espèces comme le genévrier turifère. Donc là on a une espèce qui produit beaucoup de graines, mais seulement 1% qui sont remplis, donc qui sont attaqués. Donc dans ce cas, ça se justifie de faire... mais pour la gagner, donc je ne sais pas moi, je ne suis pas spécialiste. Je voudrais un petit peu que les intervenants nous expliquent un petit peu enfin, la finalité et l'objectif de cette technique. Voilà, merci. Merci, Sif Radaous. Alors, Younes. Merci, je remercie tous les doctorants, les chercheurs pour leur exposé. Je reviens à l'exposé de mademoiselle Slal Zinb. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est vrai, je te félicite pour ce travail. Mais j'aimerais savoir, il y a deux choses que je n'ai pas compris. Premièrement, vous dites que vous avez isolé 35 types de champignons endomycorhiziens au niveau du sol. Et je n'ai pas vu de biologie moléculaire là-dessus. Moi, je suis un spécialiste des endomycorhizes et lorsque je fais l'isolement des sols de ces spores, je me retrouve maximum avec 14 types au niveau des différentes arganeries marocaines, y compris Charrat, y compris celle d'Oujda. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je n'ai pas compris l'intérêt de l'enrobage que vous avez fait. Est-ce que c'est dans un sens à ce que, par la suite, ça devient une technique qui va être optimisée pour devenir une technique de commercialisation au niveau de la pépinière, par exemple? Est-ce que, par exemple, parce que, pour rappeler une chose, c'est que au niveau commercial, dans les boîtes européennes, on utilise effectivement les mycorhizes, soit dans la fertigation, soit au niveau de l'enrobage des graines. Oui, ça existe. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous voulez faire ça? Si c'est dans ce sens-là, comment vous avez fait pour l'enrobage? Parce que la technique que vous avez présentée, je la trouve... Peut-être que je n'ai pas compris, hein. Excusez mon ignorance là-dessus. Mais j'aimerais bien avoir une petite explication là-dessus. Et merci beaucoup. D'autres questions? Je voudrais commencer d'abord par féliciter mademoiselle Amrar Ilham pour la qualité de son travail et les résultats très probants, hein, très intéressants auxquels elle a abouti. J'ai noté ici que pour le matériel juvénile, vous êtes allé maintenant, vous avez 87% d'enracinement avec une moyenne de 7 racines par plante. Ça veut dire que vous avez, j'ose le dire, résolu le problème d'enracinement qui faisait un grand problème jusqu'à présent. Je dis cela parce que vous avez dit que vous avez aussi des résultats très encourageants sur le matériel végétal adulte, parce que c'est ça ce qui est intéressant. Donc je vous en félicite. Toutefois, moi je vous fais confiance quand vous nous exposez ces résultats. Je connais l'équipe avec laquelle vous travaillez, donc quand vous dites que vous avez ce résultat, vous avez ce résultat. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur le fait que si on commence à être un peu flou dans nos exposés, on va se retrouver avec des semblants de résultats qu'on ne peut pas contrôler, hein. Nous sommes ici pour communiquer des résultats. Communiquons des résultats. Parce que quand je suis depuis le départ jusqu'à la fin, donc il y a très peu d'indications qui puissent nous servir de guide. Sinon,
Je vous en félicite encore une fois. Alors pour mademoiselle Sellel, effectivement, le nombre de 35 morphotypes isolés, ça me paraît un peu élevé et ça me rappelle des résultats de certains de nos étudiants à la faculté de sciences de Kenitra qui ont travaillé sur la côte de Mehdia, là où il y a un microclimat assez propice avec une humidité très importante. On peut arriver à des nombres très élevés. Mais dans les régions arides et semi-arides, moi je suis de l'avis de CFS. D'accord. Mais je voudrais vous demander encore une chose, puisque vous avez fait 8 sites. Est-ce que vous avez trouvé des ectomycorhizes pour l'arganier? Ça, c'est une question. Deuxième question, pour l'enrobage. Est-ce que pour le valoriser comme technique, vous l'avez comparé à la technique de sandwich usuelle utilisée, c'est-à-dire une couche de substrat avec une couche d'inoculum et ensuite une couche de substrat, et c'est plus facile. La technique de sandwich utilisée, c'est beaucoup plus facile. Alors, est-ce que vous l'avez comparé, votre technique d'enrobage, pour qu'on puisse chanter là-dessus? Et merci. Bien, alors, M. Mouhtari. Malheureusement, je n'ai pas assisté à parce que j'étais contraint de partir dans l'autre salle. Mais à propos du travail sur donc la multiplication in vitro à partir de matériel juvénile, ce que je voulais dire, c'est que pour la multiplication végétative, on peut travailler sur un matériel juvénile, mais rajeuni, pas un matériel issu de semis. Il y a une différence entre sélectionner un plan, parce que le recours matériel juvénile, c'est après rajeunissement. On ne travaille pas sur le travail. Donc, beaucoup de gens travaillent actuellement. Bon, bien sûr, pour un test, pour une comparaison, c'est pas grave. Pour avoir le potentiel et pour comparer entre ce qui est potentiel d'enracinement dans un matériel issu de semis qui est facile. Bon, un matériel, vous pouvez le couper, vous faites l'enracinement sans passer par l'in vitro. C'est très simple. C'est 7 jours, 10 jours. Et ça vous donne des racines si les conditions sont satisfaites, les équipements existent. Donc, il faut savoir que pour le matériel sur lequel nous, on veut avoir un développement, une recherche, une avancée, c'est l'enracinement, ce que vous appelez récalcitrant. En fait, la difficulté d'enracinement, elle est due à l'âge, principalement chez l'arganier. Bien sûr, il est inné, il est génétique, mais c'est un challenge. Donc, il y a possibilité. Nous, on l'a fait. Donc, c'est un travail qui était déjà fait. Et donc, pour rajeunir les plants, il faut passer par d'autres méthodes. Et quand on arrive au rajeunissement, là on peut passer à l'in vitro ou bien à la multiplication, même par, d'ailleurs, bouturage. Bon, bien sûr, on peut toujours justifier l'in vitro pour d'autres raisons. Mais c'est important d'avoir ça en tête. Donc les travaux, moi j'encourage les étudiantes ou les étudiants qui travaillent sur ce sujet de procéder à un rajeunissement d'abord par greffage ou par d'autres méthodes, quelques bouturages par exemple, et de refaire le greffage 2 fois. Mais il faut attendre du temps, ou bien demander des plans, ou le faire sur un arbre. Il y a des techniques de taille, d'irrigation, mais il faut attendre, parce qu'il faut 4-5 mois de préparation. Et d'ailleurs, on avait une thèse au niveau de l'IAV, qui a été, l'étudiante doctorante, je pense qu'ils connaissent la thèse, elle est encadrée par M. Qanli. Le travail, il a été bloqué pendant 2 ans parce qu'on n'a pas travaillé sur les jeunes, sur les pousses jeunes. Et donc, on peut travailler sur les plantes et arriver à un résultat, mais l'objectif, c'est de sélectionner, ça veut dire reproduire ce qu'on a sélectionné, de reproduire par méthode végétative. Et on ne peut pas reproduire un matériel qui n'est pas connu, sur lequel il y a les caractères. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour résoudre
le problème de la multiplication des arbres adultes, pas des plantes ici de semis. Et pour les statistiques, je suis tout à fait d'accord sur le fait de travailler sur les plantes qui sont issues de semis. Il faut toujours avoir un nombre, pour le calcul qu'on avait fait, au moins 22, pour ne pas avoir, pour les semis, pour ne pas avoir de problème disons, d'erreur. Merci beaucoup. Merci Simkhtari pour ces informations assez intéressantes pour enrichir aussi le débat. Alors j'aimerais donc, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais... Oui, allez-y monsieur. Merci madame. Donc c'est Driss Hamouni, Bnotofay, l'université. Donc je vais revenir sur l'exposé de mademoiselle Ilham. Donc pour l'enracinement, donc je te félicite pour les résultats que tu as obtenus. Je me pose la question, est-ce que tu as soutenu ta thèse ou non? Donc ce fameux produit P1, le produit P2, ce sont des hormones ou quoi? Donc votre protocole de désinfection, ça restait confidentiel. Donc on est ici pour partager l'information pour les étudiants, pour vos collègues. Je ne sais pas, même votre résumé, il est écrit de la même façon. Il est un peu vague, il n'est pas précis. Donc je ne sais pas, est-ce que ce sont des recommandations ou bien c'est votre style d'écriture? Donc j'ai trouvé un pourcentage de multiplication de 265%, le résumé d'Elk. Donc je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou bien c'est la réalité. Donc malheureusement, il y a les résultats, mais on est resté à notre fin. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on est ici pour partager, pour gagner du temps pour les étudiants, pour ne pas refaire les mêmes choses. Donc tu as passé, tu as montré qu'il y a effectivement un problème d'enracinement avec les protocoles habituels, avec les auxines qu'on connaît, mais vous avez fait un produit P1 qui est resté mystère. Il y a un autre produit P2, c'est un autre mystère aussi. Protocole de désinfection, heureusement la collègue, la première, Ashni Nadia, a répondu, il a un peu donné quelques données. Merci Sihmoudi. En effet, la question est posée. Hein, je vois que pas mal de personnes se sont posé la question des... c'est vrai qu'il s'agit d'étudiants, il s'agit de doctorants, il s'agit quand même de travaux de recherche très intéressants dans des structures auxquelles on a complètement confiance, c'est normal, parce que c'est l'intérêt du pays, ça c'est clair. Maintenant, restons scientifiques. On est tous des scientifiques, que ce soit des universitaires ou des ingénieurs ou autres. Et donc, on a besoin d'un peu de détails. Maintenant, je les comprends parce que c'est des résultats qui ne sont pas encore publiés. Et donc, là, le problème, malheureusement, reste posé. Et on est tous confrontés à ce problème de, je dirais pas de piratage, mais quand même, on préfère garder le secret ou la potion magique jusqu'à ce que ça soit publié. Bon, maintenant, il y a un juste milieu. Il faut rester scientifique, surtout quand il s'agit de traitement statistique, parce que là, c'est la base. De toutes les façons, quand c'est des résultats qui ne sont pas encore publiés, ça ne peut être publié que s'ils sont réellement traités d'une manière assez scientifique. Mais vraiment, c'est du lourd. Donc, on ne peut pas donner des résultats comme ça sans qu'ils soient fiables statistiquement. Bien, alors je donne la parole donc pour les réponses. Hein, si vous pouvez commencer à répondre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Il reste, je crois, une autre précision à apporter. Donc, la Boukamal, service des semences et pépinières et forêts. Donc, à mon tour, quand même, je tiens à féliciter l'ensemble des intervenants. J'ai une
une petite précision, bien éclaircissement apporté par rapport à ce qui a été présenté lors de la présentation de M. Delahi qui concerne les pratiques et leur effet, les pratiques culturelles et leur effet sur la production de plants en pépinière. Donc c'est vrai que les résultats qui ont été enregistrés sont des résultats probants, mais quand même deux choses qui ont été citées à deux reprises. Une chose qui a été citée à deux reprises et qui m'a un peu suscité mon attention, c'est le fait d'imputer les déformations racinaires sur l'origine génétique. Je crois que c'est le dernier recours. Il y a, tout d'abord, c'est la production de plants en pépinière. Il y avait le semis des graines prégermées. Donc voilà peut-être une cause à soupçonner. Peut-être que ce n'est pas la cause, mais peut-être que ce sont plusieurs facteurs. La deuxième des choses, c'est le substrat qui n'est pas homogène. Donc il y a toujours des particules, lorsqu'on utilise des composts, donc il y a toujours des particules qui ne sont pas compostées totalement. Et par conséquent, ça peut être une barrière physique pour le développement normal des racines. Aussi, il y a la question d'arrosage. Donc, s'il n'y a pas un arrosage qui est vraiment homogène, qui peut descendre jusqu'à la base du conteneur, donc on peut assister à une remontée des racines qui cherchent de l'eau. Donc, il y a une multitude de facteurs qui peuvent induire ce type de déformation. Et il y a aussi, ce sont des plants de plus d'une année, et c'est un conteneur de 500 cc. Donc, même la forme ou bien le volume ou bien la hauteur du conteneur, donc ça peut induire des déformations de type J ou L. Donc c'est un ensemble, je crois, c'est un ensemble de facteurs qu'il fallait étudier. D'ailleurs, il y avait une étude qui a été penchée sur ça. Donc il y a une différence de pourcentage des déformations en fonction des substrats. Donc ce sont à mon sens plusieurs facteurs qu'il fallait quand même traiter en détail, et l'origine génétique, je crois, c'est le dernier, vraiment c'est la dernière peut-être cause qu'il faut évoquer quand même avec une grande prudence, parce que là on n'assiste pas à une typologie du système racinaire. Lorsqu'il y a par exemple comme des cas qu'on a vus, des cas de chéliège par exemple, qui développent un système racinaire avec 3 pivots, 2 pivots ou un seul pivot, alors là on peut parler d'un caractère génétique. Mais lorsqu'on assiste à un système racinaire qui est un petit peu uniforme, mais juste il y a des déformations, bien des malformations, donc là il faut traiter les choses en profondeur et voir un petit peu les vraies causes de ces déformations, et je crois qu'il ne s'agit pas vraiment d'un caractère purement génétique, et je vous remercie. C'est votre avis. Donc apparemment ces deux derniers exposés ont suscité pas mal de questionnements. Pas de souci, pas de souci. Vous aurez la parole. Hein. Alors, c'est intéressant d'entendre une telle discussion, parce que heureusement qu'il y avait quelqu'un du domaine ici. Parce que ce que je sais, c'est qu'il y a un livre de M. Le Maire qui avait publié sur les systèmes de production en conteneurs. Vous le connaissez. La question d'enroulement des racines, c'est une question des arbres. C'est en général, c'est une question très simple. C'est pour ça que les forestiers utilisent des conteneurs adaptés. Donc c'est physique, c'est rien c'est bien sûr les arbres plus le plant, il a une racine pivotante, plus il est mal adapté, c'est un problème de conteneur. Le conteneur, c'est un espace limité, et le frein, bien sûr, il n'y a pas de racine. Bon, il y a toujours une relation avec le substrat. Peu importe, le substrat est le maître de la gestion de production de plants, et la méthode d'irrigation est très importante, la fertilisation est très importante, et votre technique. Si vous taillez vos racines, vous faites l'enrobage, vous n'attendez pas que ça s'allonge, vous n'avez pas de problème. Donc c'est des choses qui sont simples et à connaître, c'est connu. Donc, monsieur le maire, je vous conseille de lire Production de plants en conteneur. Il y a Sabah qui rentre, qui est dans le domaine. Donc, s'il vous plaît, il faut avancer. Donc, le problème d'enracinement, d'enroulement, c'est un problème qui est connu, qui est très important, qui a été, d'ailleurs, les euphories, ils ont beaucoup de travail là-dessus, et c'est un problème à voir avec un œil, ça veut dire qu'on veut que les choses avancent.
Et donc, le problème d'enracinement au niveau des conteneurs pour les arbres, en général, c'est un problème très, très connu. Il faut lire les bouquins de foresterie en Canada. Les Français, ils ont beaucoup publié là-dessus et c'est important. Merci beaucoup. Je voulais juste rajouter une petite chose. Ce qu'a suscité Sidlahi. Non, c'est bon, c'est bon. Ce qu'a suscité c'est Kamal, que je remercie, c'est un point très intéressant. Il y a aussi ce qu'on appelle le géotropisme. Il ne faut pas l'oublier, de la graine, géotropisme négatif. C'est-à-dire qu'un point très intéressant, c'est la période réservée à la germination des graines qui pose problème. Je crois ça c'est primordial, il faut faire très attention à ça. Lorsque cette graine va germer, il va peut-être s'enrouler, et lorsqu'on va la mettre avec des main-d'œuvre qui ne sont pas qualifiées, on va les mettre dans le sol. À ce moment-là, qu'est-ce que la graine va chercher? Il ne cherche que ce géotropisme négatif et descendre en bas. Et c'est là où tout le problème d'enroulement qui va se présenter. Et je crois qu'il y aurait un problème après 12 ans pour l'étranglement de la plante. Voilà. Okay. On aimerait donner la parole quand même aux réponses, hein, aux gens qui ont intervenu, et pour quand même se défendre et ajouter quand même un plus. Oui, je sais, on lui donnera la parole par la suite. C'est pour plus d'informations. Alors, donc je passe aux réponses. Alors, Mademoiselle Ilham, si vous avez des éléments de réponse. Alors, justement, pour répondre aux personnes qui trouvent un peu mes résultats flous, qui ne sont pas clairs, j'ai déjà le protocole de stérilisation a été détaillé par ma collègue, c'est le même protocole. Alors, je ne trouve pas d'intérêt de répondre, c'est-à-dire de répéter la même chose. Alors, en ce qui concerne la germination, je crois que j'ai donné tout, c'est-à-dire les détails nécessaires, le trempage, le milieu utilisé. Pour la multiplication, la même chose. Concernant l'enracinement, j'ai dit et j'ai précisé que l'utilisation de 2 auxines, l'AIB ainsi que l'ANA, nous a donné les meilleurs résultats. Pour les autres détails concernant le milieu, est-ce qu'il est modifié, c'est-à-dire les composés additifs, pour être franche, je ne peux pas donner plus de détails. Ces résultats sont récents, ne sont pas encore publiés, mais qui seront bientôt, Inch'Allah, publiés et seront à la portée de tout le monde, je crois. Alors, concernant l'analyse statistique, mon travail était réalisé sur 3 répétitions. Chaque répétition contient 30 essais. Et pour les analyses, ce sont des analyses de la variance complétées avec des comparaisons multiples de moyens en utilisant la plus petite différence significative. J'espère que j'ai... juste un dernier point. Concernant le travail sur le matériel juvénile, je crois que déjà c'est un progrès. On ne peut pas rester bloqué si on n'a pas de résultats sur le matériel adulte. On peut passer à autre chose, faire des essais sur le matériel juvénile, trouver de bons résultats et puis l'appliquer, ce protocole, sur le matériel adulte. Parce que pour répondre aux attentes du plan Maroc vert, il y a aussi l'intensification. C'est-à-dire on peut garder la variabilité génétique des plantes. Et merci. Voilà, je pense que c'est très intéressant. Il y a les spécialistes ici et c'est bien finalement qu'il y ait un transfert d'informations entre les différents experts. Bien, alors Mademoiselle Zineb. Merci pour vos questions. Pour la question de M. Mounir concernant le protocole expérimental utilisé pour l'enrobage, on a travaillé avec un inoculum endomycorrhizien et concernant les différents ingrédients sont des formulations concernant le laboratoire. Donc c'est une formulation de laboratoire. On a travaillé... D'accord. Dispositif, ça consiste à faire éventuellement, parce que vous avez comparé tout d'abord, oui. vous avez pris plusieurs régions. Oui. Alors, où sont l'intérêt de ces régions dans vos analyses et leur comparaison entre elles?
premièrement. Puis le témoin et alors il fallait parler d'un dispositif expérimental pour faciliter l'analyse par après, par exemple un dispositif en bloc n'est pas compris, où je prends par exemple la première région d'un bloc, la deuxième région d'un bloc, la troisième région d'un bloc, et répéter les trucs au sein de chacune des régions, et à ce moment-là sortir avec une analyse bien particulière répondant au dispositif expérimental. Donc je ne vois pas pour le moment, vous n'avez pas encore fait l'analyse. Non, on a fait les analyses, mais on n'a pas signalé dans l'exposé. Et concernant aussi les morphotypes, l'enrobage, comme je l'ai dit, c'est une formulation, c'est un mélange d'inoculum endomycorrhizien et aussi les différents ingrédients, c'est une formulation de laboratoire. Donc, concernant l'identification de 35 espèces, on a basé uniquement sur les critères morphologiques. Donc, c'est une méthode qui va être améliorée par la biologie moléculaire ensuite. Désolé, il faut faire très attention. Non, on a basé... De 35 et après de 22, 19, donc... 35 au niveau des 8 sites. 8 sites. Et 25, lorsqu'on a inoculé les espèces, et on a réosilé 26 espèces. 26. Oui. Mais lorsqu'on a travaillé sur les sites, on a... Parce que c'est sûr qu'il y a des ressemblances et des phases de développement des spores. On peut avoir des couleurs différentes, mais c'est le même type de sport. On a basé, comme je l'ai dit, on a... C'est pour cela que je vous dis, il faut s'assurer avec les analyses moléculaires. De toutes les façons, c'est... s'il vous plaît. C'est une discussion, voilà, c'est ça. On est dans un débat, s'il vous plaît. Younes. On ne vise personne. Si je me tais, c'est la rigueur scientifique. Oui. Pour moi, c'est intéressant de proposer des choses aux étudiants. Je ne sais pas, hein, vous êtes doctorant. Oui. Je préfère que vous ayez ces critiques en ce moment que... C'est pour gagner du temps, effectivement. Et, oui. Quand on isole, ce sont des isolats, ce ne sont pas des espèces. Quand on fait l'identification morphologique à partir de la morphologie, de la biochimie, on est sur la voie de l'identification. La phase finale, c'est la phase de la génétique, de la biologie. Oui, c'est la dernière phase. Oui, qui va être... Là, on a un patrimoine génétique, on le connaît, on peut parler à haute voix qu'on a des espèces. Mais quand on n'a pas d'espèces, on a des isolats. Isolés. Donc, à partir Isolat. Il faut confirmer avec les analyses moléculaires. Je pense que c'est question de terminologie, effectivement. Hein. Vous avez tout à fait raison, parce que quand on parle d'isolat, on est plus ou moins protégé, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, effectivement. C'est la prochaine étape. L'appellation géographique, c'est argan. Maintenant, c'est officiel. On parle d'argan. On parle argan, ou argan, ou argan, ou l'arganier, ou l'arganerie. Donc, il faut parler d'argan. Parce que moi j'ai enseigné 4 ans l'identification des produits de terroir, il faut faire attention à la technologie. D'ailleurs, ces occasions, elles sont très intéressantes parce qu'on arrive quand même à, malgré qu'on a d'autres choses à faire, dès qu'on est au niveau du Congrès international de l'arganier, on apprend énormément de choses et des mots techniques assez récentes. Et pourquoi pas, on est là pour apprendre tous. Donc autant prendre les critiques, pas vraiment comme étant des critiques, mais plutôt comme étant des points positifs. On voudrait avancer, tout simplement. Et là, on a des experts du terrain qui sont quand même d'un niveau assez élevé, qui ont travaillé toute leur vie sur ça, et donc pourquoi pas utiliser quand même cette expertise. Donc tout ça, c'est pour rester avancer le plus possible et rapidement. Bien, alors... Madame, justement, elle vous... Concernant la question de M. Rochdet, ah, d'accord, désolée. Les endomycorhizes, on n'a pas encore abordé cette partie dans notre recherche. Donc, les ectomycorhizes. Non, on n'a pas encore abordé cette recherche. Oui. C'est bon, j'espère que j'ai... Très bien, merci pour ces informations. Alors, on donne la parole à... tout à l'heure, hein, d'accord.
Merci de m'avoir passé la parole, c'est très gentil. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Zahri Sabah du complexe horticole d'Agadir. Je tiens juste à rebondir sur la question concernant l'enroulement des racines lorsqu'on fait le semis. Parce que depuis les années 90, le problème a été résolu. Donc, on n'en parle plus. On a développé un protocole bien déterminé, à savoir donc le semis qui se fait de différentes manières, à savoir soit plonger les imbibés dans de l'eau pendant 48 heures et après on fait le semis, soit on prend les amendants et on les met dans les tubes, bien sûr, après les avoir bien désinfectés avec un protocole bien déterminé à 27 degrés. Et là, on a 100% de réussite au niveau du semis. C'est clair, on a fait et refait l'expérience. Et ça, je vous dis, on l'a fait dans les années 90. Alors, le protocole qu'on a développé, une fois les graines sont engermées, donc on les met directement dans des plaques alvéolées qu'on connaît, donc les 77, avec juste de la tourbe noire. Tout simplement, l'irrigation, mais après le développement, parce qu'on sait qu'il y a le développement de la racine pivotante qui est très importante, là, on coupe la racine pivotante pour pouvoir ramifier les racines secondaires. Après ça, vous avez le substrat dans lequel les plantules vont être mises par la suite est très important. Il faudrait qu'il soit, qu'il absorbe de l'eau, donc la tourbe noire. Il faudrait qu'il soit aéré, on utilise le sable, et qu'il soit riche, on utilise le terreau d'arganier. Donc un tiers, un tiers, un tiers. Et par la suite, on n'a aucun problème. Les plantes se développent à merveille. Merci. Très bien, merci. Pardon, juste une précision, parce que tout à l'heure, j'ai vu l'exposé de mademoiselle qui a dit comme quoi il y a régression au niveau de l'arganerie. Donc, il faudrait corriger ça. Dorénavant, il n'y a plus de régression. Donc, soit stabilisation, soit... maintenant, on est à 900 000 hectares au lieu de 800 000 hectares. Donc, dorénavant, il faudrait corriger cette donnée. Merci. Alors... s'il vous plaît. Oui, avec un grand point d'interrogation. Merci de l'avoir signalé. Tout à fait. Tout à fait, à travers les exposés d'hier et d'aujourd'hui, déjà on a eu des exposés montrant qu'il y a une régénération et qu'il y a même un taux d'occupation plus élevé, hein, malgré, donc par région, bien sûr, par région. Et je dirais qu'il va falloir, à la fin de ce congrès, sortir avec le bon chiffre. Parce qu'on est toujours sur les 830 000 hectares, alors qu'apparemment ça avance. Et c'est cité officiellement, effectivement. Bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je donne la parole à Si Youssef, n'est-ce pas? C'est ça? Pardon, c'est Rachid, oui. Pour répondre à ces Ferradus, à propos de la question du puceron, c'est vrai, on connaît tous, c'est Abdelrahim, c'est un observateur averti, très averti même. Les pucerons, j'ai marqué sur l'exposé que les pucerons ont une faible incidence, une faible fréquence. Donc c'est pas, on n'a même pas conseillé un traitement dans nos pépinières au niveau de l'hydra. Mais comme vous le savez tous, il vaut mieux savoir qu'on a le puceron parce que les insectes, à un moment donné, on a des pullulations, des résurgences qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, pour le puceron, en général, sur l'arganier, depuis maintenant c'est 2 ans, 3 ans, on n'a pas un grand problème sur le puceron. Par contre, au niveau des champignons, oui. Surtout les fusarios. Ça, c'est un grand problème. Les fusarios. Il y a aussi un alorode qu'on a identifié récemment. Il occasionne la chute des feuilles dans les conditions particulières d'une humidité très élevée, de conditions de lumière et de température, certaines conditions importantes. On a une pullulation importante de cet alorode. Je vous remercie, c'est Abdelrahim. Bien, à mon tour de poser une petite question à M. Rachid. Voilà, tant que vous avez la parole. Justement, vous avez terminé par le choix du pesticide en fonction donc des je dirais, des champignons. Hein, Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelle est votre feuille de route pour pouvoir donc choisir votre plutôt pesticide
pour adapter à tel ou tel champignon? En fait, pour être franc, j'ai donné une réponse, une recommandation facile, c'est de choisir les matières actives. Mais en fait, la réalité, c'est de choisir un package de lutte intégré pour éviter d'avoir les maladies. Une fois qu'on a la maladie, c'est très difficile de corriger avec la lutte chimique. Mais c'est juste pour donner une information pour les gens qui ont des problèmes pointus, pour résoudre le problème. Si je sais que j'ai le fusariose, je vais choisir parmi les matières actives qui sont. Mais en fait, la réalité, il faut travailler sur un package de lutte intégrée, IPM, qui permet de laisser la lutte chimique en dernier lieu. Si les conditions, par exemple, de température ou d'humidité favorisent un certain champignon, on joue sur ça pour mieux, pour ne pas passer directement vers la lutte chimique et avoir des résidus, le problème de l'environnement, la santé humaine et beaucoup de problèmes. Merci. Merci, oui. Bah, une dernière, je pense. De l'effet, je me corrige, de l'effet du sanglier sur l'arganier ou bien sur la canne. La région, je ne sais pas, c'est la question posée à M. Mouhtari, peut-être ils ont des équipes qui travaillent sur le sujet, donc sur le sanglier. D'accord? Pardon? Dans le sanglier et l'action sur la régénération, sur la destruction, sur je ne sais pas. Hein. Ah, d'accord. Parce que le sanglier, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que... Au niveau de la réserve de l'IAVRSN2, et on a peur que les enfants sortent et les étudiants. C'est vrai, il est rentré. L'exemple, il y avait, se trouve à côté d'Azor. Je ne sais pas, mais ça va quelque chose. Ah, oui. C'est déjà un problème au niveau des agriculteurs, ça cause un vrai problème. D'ailleurs, les agriculteurs sont sortis pour le chasser quand même. Ils organisent même des battues. Oui. Donc, c'est un effet négatif. Un sanglier, je croyais avant, parce que je ne suis pas un spécialiste, je suis un microbiologiste, donc je suis loin de la spécialité, je croyais que le même processus utilisé par les autres animaux de pâturage, le même processus d'alimentation, quand vous faites enlever la torche de segmenter un petit peu, donc c'est... Oui, je sais. Bien. Ça peut s'il vous plaît. Alors, ce type de discussion, on peut les faire par la suite. De toutes les façons, on arrive à l'heure, il est 11h. Alors, je vous remercie donc de ce débat très intéressant. Vraiment, c'était positif à travers les exposés de nos chers doctorants. Mais quand même, c'est le débat qui est intéressant entre les experts pour pouvoir avancer. Et donc, je lève la session et merci pour tous.